Célia, est-ce que tu veux bien, parce qu'on est ensemble pour 3/4 d'heure, est-ce que tu veux bien nous dire quelle est ta définition de la reuse economy? Moi, il y a quelque chose que j'adore quand tu en parles, c'est que tu, comme moi, as à cœur de conjuguer économie et écologie et de dire que c'est un nouveau modèle économique qui nous permet de faire mieux avec moins, mais de préserver aussi notre qualité de vie. Et on reviendra sur le débat des mots, mais tu assumes de dire qu'on a aussi besoin d'un développement, d'un autre développement, d'une autre manière de faire, mais c'est aussi ce qui nous permet de conjuguer ce qui est souvent notre ligne de crête dans la transition environnementale. Donc ce n'est pas un renoncement, c'est un re. Et mon professeur de lettres me disait toujours, Géraldine, la répétition est la plus forte figure de style en littérature. Donc elle l'est aussi en transition environnementale. Tu nous dis ce que c'est, le re et la reuse economy? 1, 2, parfait. Oui, on t'entend bien. Merci Géraldine. Rebonjour à toutes et à tous. Merci aux intervenants de partager cette table ronde d'ouverture. La reuse economy, c'est la manière en fait de donner vie, de donner forme, de rassembler un ensemble d'activités qui existent déjà en B2B, en B2C, mais dont on n'a pas conscience parce qu'on a notamment des terminologies différentes pour l'exprimer. On va parler, alors notamment en France, on va parler de réemploi, on va parler de réutilisation, on va parler de reconditionnement, de remanufacturing, de seconde vie, de seconde main. Évidemment, toutes ces terminologies, elles ont leur sens, les mots ont du sens. Mais le problème, ce dont on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est qu'aussi ce foisonnement de vocabulaire disperse en fait le point commun que rassemblent toutes ces activités, c'est la maximisation de la durée d'utilisation. On augmente le nombre d'utilisations, on développe le réemploi versus on développe l'usage multiple versus l'usage unique, on prolonge la durée de vie avant de mettre au rebut le matériau, le produit ou l'emballage. Donc dans un monde de ressources rares, on a besoin aujourd'hui de prolonger. Il y a une fatalité dans la reuse economy, c'est-à-dire la nier ou ne pas l'embrasser. C'est surtout le sésame en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est dans un monde de ressources finies, nous devons absolument prolonger tout ce que nous fabriquons, que ce soit du béton, que ce soit un emballage, que ce soit un produit. Nous devons aujourd'hui maximiser la durée d'usage. Et toutes ces activités-là, elles partagent 3 piliers. Le premier, c'est la conception dès le départ du matériau, de l'emballage ou du produit en vue de l'usage multiple. Donc ça doit être robuste, réparable pour plusieurs cycles d'utilisation. Le deuxième pilier, c'est que l'ensemble de ces produits-là, on ne va pas les jeter immédiatement au rebut, mais on va devoir les collecter, les rapporter. Et le troisième pilier, eh bien, c'est la remise en état. Cette remise en état, elle peut passer par différentes actions. Ça peut être le lavage pour les emballages, ça peut être repriser un vêtement, ça peut être reconditionné, remanufacturé. Quand on va vers des processus industriels de plus en plus complexes, qu'on parle d'une batterie, qu'on parle d'une palette, qu'on parle d'un colis réemployable, on parle de scanner, d'instruments de radiologie, parce que on l'a dans tous les secteurs d'activité. Oui, et le troisième point, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'expansion de ce salon, c'est que la reuse economy, elle est présente partout, dans tous les secteurs de l'économie française, et elle doit aujourd'hui effectivement se développer. Alors, vous l'avez tous vu, et Célia, Véronique, enfin, mesdames, les députés, vous l'avez porté, c'est que pendant quelques événements, la reuse, on parlait beaucoup de l'emballage, mais là, aujourd'hui, on est pour se rappeler que c'est tous les matériels, tous les biens de consommation, tous les biens d'équipement qui, aujourd'hui, ont ce sésame en eux, parce qu'on peut les réparer, les remanufacturer, baisser leurs externalités, augmenter leur durée de vie, augmenter le lien qu'on va faire, c'est-à-dire passer de la propriété à l'usage. Et il y a ce côté magique, puisqu'on crée de la valeur, du double dividende économique et environnemental. L'idée de cette table ronde et du pari qu'on fait avec vous, c'est que pour que cette reuse economy marche, elle doit passer à l'échelle. Et passer à l'échelle, c'est un petit peu ce qui nous manque aujourd'hui, c'est sortir, c'est déployer le plein potentiel. Mon fils fait la collection des Pokémon. Vous savez, le Pokémon, il y a un moment, il a besoin de son plein potentiel. Donc on est là pour se dire que ça doit passer à l'échelle. Et pour ça, nos invités ont accepté tous
ils vont prendre un point de vue des différents acteurs, parce que la reuse economy, c'est un sport d'équipe, puisqu'il faut réinventer des chaînes de valeur ou alors les maximiser. Ils vont tous se prêter à un jeu à 2 tours de questions pour nous dire de quoi a besoin la reuse economy comme pilier solide. Je vous propose de commencer, pour passer à l'échelle de la reuse economy, de me donner vos règles du jeu et de nous dire, est-ce que le sésame de la reuse economy, c'est du public, c'est du privé, ou est-ce que c'est un peu des deux? Vous avez le droit d'être polémique, ça ne me dérange nullement. On commence avec vous, Terra Nova, Suzanne. C'est quoi alors? Et vous m'avez dit une chose quand on a préparé cet entretien que j'ai adoré, je vous le partage. Elle m'a dit, la reuse economy, on rentre dans le vrai parce que quand dit Lacan, c'est quand ça cogne, qu'on est dans le réel. Et en ce moment, ça cogne, on essaye, on avance. Je suis tout à fait d'accord. On commence par Lacan. Aujourd'hui, Lacan dit le réel, c'est quand on se cogne. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé à ce moment. Certains disent on rentre dans le dur. Je pense que ça y est. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être de revenir très rapidement en arrière, d'où on vient et pourquoi, du coup, c'est important d'avoir des orientations et des trajectoires. Et quel est le rôle de la puissance publique sur ces Donc sur vous nous dites, vu de Terra Nova, il faut un planificateur, il faut une action publique. Ce ne sera pas effervescent, il y a des choses à faire. Moi, je dis qu'il faut une multitude de leviers, que l'action publique en est une qui est évidemment fondamentale, mais que la loi, et notamment la loi AGEC, je la considère comme une stratégie, c'est-à-dire c'est un chemin, c'est une orientation. Après, une fois qu'on a donné la stratégie, ce qu'on voit, c'est que la difficulté, c'est la mise en œuvre de cette stratégie. C'est comme en entreprise. Et aujourd'hui, au moment où ça y est, on y est, on voit que ça a des impacts économiques sur les chaînes de valeur, on voit qu'il y a des réticences de la part d'un certain nombre d'acteurs. On voit qu'on a également la question, depuis que la loi a été mise en place, de l'inflation, du pouvoir d'achat, donc aussi fin du monde, fin du mois. L'importance aussi de la sensibilisation et de l'information vis-à-vis des citoyens et des consommateurs. Donc il y a toute une multitude de choses. Mais ce qui est important, c'est d'avoir, notamment pour les acteurs économiques, une trajectoire et un chemin qui leur permettent lisible, de faire les investissements et d'avoir des orientations pour pouvoir mettre en place toute cette chaîne dont vous avez parlé. Donc si je résume, on a un socle législatif et réglementaire, on vient d'entendre la commissaire européenne, vient de t'entendre Véronique, merci Madame la députée. On a ce socle, aujourd'hui en fait, il faut lui donner vie et l'opérationnaliser. Et c'est pas aussi simple parce que souvent on parle du réemploi, il y a du réemploi qui est déjà présent, celui de chaîne industrielle déjà présente, et puis il y a du réemploi qu'on a oublié, et là il faut venir revisiter les chaînes de valeur avec un modèle économique, avec de l'investissement, avec de la gestion marketing. Donc il faut travailler tous ensemble pour le faire advenir. Finalement, c'est une politique centriste, la transition environnementale. C'est un peu d'économie, un peu de politique. Je pense surtout que le diable se cache dans les détails et qu'on a une multitude de normes. Je vous donne l'exemple, par exemple, du bâtiment. Voilà, quand on commence à construire, à utiliser des matières, essayer de réemployer des matières dans le bâtiment, il y a le code de l'environnement. Enfin, il y a toute une multitude de strass, de couches qui sont essentielles, qui peuvent être parfois un frein, en tout cas qui prennent du temps et sur lesquels il ne faut absolument pas revenir en arrière. Donc, il faut continuer à avancer. Particulièrement en cette période de backlash, vous le disiez et vous le dites au sein de Terra Nova, on a un socle législatif, il doit nous permettre d'avancer, de fédérer les acteurs. Ne revenons pas en arrière parce que les leaders de demain seront ceux qui ont pris ce virage. Oui, on est dans un moment, je pense, le risque, quand c'est compliqué, c'est de vouloir appuyer sur pause, d'arrêter. On voit qu'on a quand même un Parlement qui n'est plus le même que lorsque la loi a été votée, avec un consensus qui est relativement fort autour de cette loi. Le Parlement européen n'est pas du tout le même aujourd'hui, avec un groupe du PPE qui est beaucoup moins fort. Donc on voit bien qu'on a eu des cartes qui ont été totalement rabattues et que ça complexifie aussi beaucoup les avancées. La France a été leader, on a été pionnier sur ces questions. Je pense qu'il ne faut pas perdre notre avance. En tout cas, il ne faut pas prendre de retard. Mais il faut et on est dans un moment exactement très complexe. On va en parler de l'opérationnalisation. Laurent Couderché, vous êtes directeur de l'impact au sein d'une banque particulière, mais une banque, le Crédit Coopératif. Alors, est-ce que le financement public va suffire? Non, je ne crois pas. Que doivent faire les banques aujourd'hui pour passer à l'échelle et faire que le réemploi passe de la parole aux actes? Est-ce que c'est difficile? Je répète, on a parlé du comportement des banques. Vous me disiez que parfois,
elles étaient moutonnières. Mais vous ne l'êtes pas. Vous avez été assez leader dans l'accompagnement de la transition environnementale. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Vous voulez que je me fasse des copains, c'est ça? Ouais, moi aussi. Okay. Pour répondre un peu à la question de départ, je dirais que la problématique que vous posez, la question que vous m'avez posée là, j'ai eu la même la semaine dernière. J'étais à Marseille pour les rencontres du Made in France et du produire en France. Et finalement, c'est un peu intersectionnel de ce qu'on se raconte ici, parce que la reuse economy, c'est quand même bien souvent de la proximité aussi, du local, et essayer de produire moins, mais de produire mieux. Moi, je pense qu'en fait, on a tous les ingrédients. Après, le sujet, c'est un sujet de choix. En fait, on ne peut pas tout faire. Alors, on ne peut pas tout faire parce qu'on n'a pas l'argent de tout faire, mais on n'a pas non plus l'énergie de tout faire, on n'a pas le temps de tout faire. Alors nous, on est un peu particulier, je reprends votre terme, hein, on est un peu particulier. Dans le bon sens du terme, singulier. Singulier, merci, oui, vous êtes meilleur en com que moi. On est un peu singulier parce qu'on a fait des choix, mais ça fait longtemps qu'on les a fait, à vrai dire. Donc, alors on n'a pas de mérite, c'est comme ça parce que c'est notre ADN. On a fait les choix de dire on veut aider, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs et qu'on a un stand aussi, qu'on est ravis d'être avec vous, c'est de dire on veut être présent pour ceux pour lesquels on pense qu'il y a un sujet de transition et il y a un sujet qui dépasse le seul business et le seul et l'argent et le business, voilà, et qui va au-delà et qui pourrait s'apparenter au bien commun. Nous on considère que typiquement ce qui se passe ici, l'énergie qui se passe ici, on est dans le domaine du bien commun et le crédit coopératif, son job c'est d'essayer d'aider ceux qui font bouger leur monde. Voilà. Et donc, la reuse economy, c'est un des moyens importants de faire bouger son monde. Pourquoi? Parce que si la planète était infinie, enfin, si les ressources planétaires étaient infinies, si tout allait bien, si on n'est pas un sujet de sauvegarde de notre environnement économique local, on en parle de plus en plus, hein, et c'est aussi ce qu'on me disait à Marseille, les entrepreneurs de Made in France sont là-dessus, quoi. Et très souvent, d'ailleurs, il y a de l'écologie, il y a du réemploi derrière. Donc, encore une fois, c'est très intersectionnel de ce que vous faites ici. S'il n'y avait pas de sujet, nous, on pourrait se comporter finalement comme peut-être certains de mes collègues banquiers que je critique pas, parce que chacun son truc, dire voilà, moi, je fais pas de choix, je finance tout. Moi, je me rappelle il y a quelques années dans les Échos, un grand banquier, beaucoup plus grand que moi, avait dit mon job, c'est pas de choisir. Voilà, mon job, c'est de financer tout. Et puis après, le régulateur, voilà, l'Assemblée nationale, le régulateur choisit pour moi et me dit ce que je dois faire ou pas. Et finalement, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique. Tout est possible. Bon, nous, on a pris le chemin inverse. Alors, pour être honnête avec vous, c'est pas le chemin qui génère le plus de profit, hein. Voilà, on a un modèle qui est du coup moins profitable. Oui, mais est-ce que sur le long terme, il ne l'est pas plus profitable et plus... Parce que est-ce que le choix de la reuse economy, d'être dans une... Parce que le jetable et le fantasme de la propriété qui génère de la valeur, la reuse economy, modèle économique à la pluie, montre qu'au bout d'un moment, mieux vaut faire des produits hautement qualitatifs qui assurent une souveraineté industrielle, des emplois locaux avec des salaires locaux et une boucle de valeur qu'une forme de fuite en avant de la consommation. Donc est-ce que le modèle économique de la reuse, c'est pas le choix du long terme contre le court terme, avec cette difficulté de la tragédie des horizons? Je suis d'accord. Évidemment que c'est le choix du long terme. Enfin, moi, je pense même que c'est le seul choix possible, à vrai dire. Je ne comprends pas bien qu'on puisse imaginer qu'il y en ait d'autres. Ou alors, on n'est pas sur cette planète. Sauf que les choses étant ce qu'elles sont, vous savez bien, et tout à l'heure c'était dit brillamment en introduction, le problème c'est qu'on essaie de développer ces sujets parce que ces sujets ne sont pas aussi présents qu'on le souhaiterait dans l'économie. Mais le réemploi ou la reuse, dans mon job à moi, c'est ce qu'on appelle un petit peu la traçabilité. C'est-à-dire, nous ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de tracer l'épargne de nos clients pour l'amener vers des crédits qui vont servir, par exemple, à votre secteur ou au secteur du médico-social ou des secteurs purement tournés vers l'écologie. Voilà. En tout cas, on essaie de choisir avec nos clients ce qu'on veut faire de leur argent. Laurent, j'ai une question très pratico-pratique qui, je pense, intéresse tous les exposants. Pour avoir, chérie 7, c'est pour ça que je disais je suis fan du re, moi, et merci de m'avoir proposé d'animer avec toi. Le sujet du modèle économique. Dans la transition environnementale, on a tous vu il y a 15-20 ans les modèles de transition énergétique. Ça se passait bien parce que le législateur, avec les tarifs de rachat, était dans une économie extrêmement planifiée. Donc les gens qui investissaient connaissaient à peu près la renta et le modèle.
De ce qu'on a vu, en revanche, recyclage, réemploi, remanufacturing aujourd'hui, tous les banquiers posent la question de « j'ai besoin du modèle » avec souvent au début une forme de frilosité parce que effectivement, il faut y aller, il va falloir, et on en va en parler dans la deuxième table ronde, il y a des moments où il faut changer tout l'usinage, toute la supply chain, revenir. Comment est-ce que vous faites, vous, parce que si une banque y arrive, je suppose, comment est-ce que vous travaillez avec vos clients sur le modèle économique, la bottom line? Parce qu'en fait, c'est ça, aujourd'hui, qui nous permettra de passer à scale. C'est de la sortir un peu d'un côté uniquement territorial et un tout petit peu, parfois, ça reste petit, ça reste dans son univers. En fait, financer du CAPEX, c'est-à-dire de l'investissement pour une banque, pour une entreprise qui est, qui est au sens large dans l'économie circulaire, c'est pas vrai que c'est plus compliqué que financer autre chose. C'est pas vrai, c'est la même chose. Est-ce que l'investissement va générer du profit? Alors effectivement, oui, on peut attendre moins de profit, mais nous, on est habitués, parce que la plupart de nos clients, qui sont beaucoup quand même dans l'économie sociale et solidaire, ils ont, voilà, moi je finance pas l'extraction pétrolière de BP Oil, hein, donc voilà, donc j'ai l'habitude de travailler avec des marges relativement réduites. Donc financer de l'investissement, c'est pas si compliqué. Là où ça peut être un peu compliqué, c'est financer des fonds propres, parce que voilà, si les entrepreneurs du remploi dans l'amphi, là, voilà, les fonds propres, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a assez peu d'acteurs et c'est peut-être là que le public et le partenaire. On est un peu sous-capitalisé et peut-être qu'il peut y avoir un lien avec le public pour faire cet amorçage. C'est peut-être là qu'il y a un besoin. Nous, on a mis notre petite pierre ou notre gravier à l'édifice. Ouais. On a créé une société de capital investissement qui s'appelle SFIN. Oui. Et voilà, donc on investit en fonds propres dans des entreprises, uniquement des entreprises de l'ESS et beaucoup d'entreprises autour des transitions. On va revenir sur l'ESS. Ouais. Merci Laurent. Brice Huet, merci d'être là. Je vous repose la question, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour déployer et mettre à l'échelle? Il faut du public, du privé. Finalement, les acteurs économiques que vous côtoyez au quotidien, ils ont besoin de plus de lois, de plus de coercition, ou ils ont besoin d'avoir foi en eux et de se développer en grappe, en écosystème? Pareil, un peu des deux. Ils vous disent quoi? Je pense qu'ils ont besoin de... Vous pouvez représenter d'ailleurs le CGDD. Oui, bien sûr, bien sûr. Le Commissariat général au développement durable, c'est une entité interministérielle dont une des missions est justement de travailler sur tout ce qui concerne la reuse economy, plus généralement la consommation durable et puis tout ce qui tourne dans la sphère entreprise et durabilité, avec d'autres missions que je ne détaille pas ici aujourd'hui. Peut-être juste un mot avant de répondre à votre question, dire que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, en présence aussi de Célia, des députés qui portent le sujet. Parce qu'on se rend compte tous, on a tous été en contact ces dernières années avec le fait que le monde dans lequel on vit est fini. Et on l'a vécu, par exemple, sur le sujet de l'énergie, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Dans l'hiver qui a suivi, on s'est posé des questions sur la disponibilité du gaz, de l'électricité. Certains étés très récents, et de plus en plus souvent, on se pose des questions sur la disponibilité et l'usage de l'eau. On se pose des questions sur la disponibilité de l'espace, avec des questions de disponibilité de sol, les métaux critiques, j'en passe. Enfin, on se rend compte tous petit à petit, et petit à petit, on se rend compte qu'on a des outils pour monitorer ça. On a vu une météo de l'énergie, on a une météo de l'eau, et tous dans nos comportements individuels, on prend conscience en fait que nos actions, la façon avec laquelle on vit, a un impact sur la disponibilité de la ressource. Face à ça, l'État déploie un ensemble d'outils dont le socle, le socle de ces outils, il est bien connu, c'est la responsabilité élargie du producteur qui permet d'intégrer le coût de prévention, de gestion des déchets dans les chaînes de valeur, avec des primes, des pénalités en fonction de la performance de la filière. Et on voit qu'il y a des domaines dans lesquels ça a extrêmement bien marché. Si je parle du mobilier, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on avait plus de la moitié des meubles qui étaient enfouis. Aujourd'hui, 90% des mobiliers usagés sont gérés et ensuite sont revalorisés. Donc la gestion de la ressource, elle est là. Deuxième axe sur lequel on travaille, c'est la commande publique. La commande publique, elle représente 10% du PIB. C'est énorme. On en avait parlé. Je pense que tout le monde a tendance à l'oublier. Oui. 10%. 10% on du vient de finir le festival de Cannes. Hein. C'est l'agent. Hein. Bon, voilà. On enchaîne un nouveau festival. Hein. Voilà. Merci de t'être mis en rouge. Mais
10%, c'est énorme. Avec ça, on peut discloser, on peut vraiment faire avancer des secteurs. Exactement, exactement. Et alors, il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire que 90% est en dehors, mais en fait, quand les filières se sont mises en route pour les 10 premiers pourcents, on se doute bien que ça a un effet d'entraînement massif sur le reste. Et puis, bien sûr, la loi AGEC qui est entrée en vigueur, avec des obligations de réemploi, de réutilisation sur toute une catégorie de produits. Il y a encore un peu de marge, on pourra peut-être y revenir dans un deuxième temps, mais il y a une part des acheteurs publics qui sont déjà obligés de consacrer une part de leurs achats au réemploi. Et puis après, il y a un levier qui est très important sur lequel on travaille aussi, c'est les barrières psychologiques. Et puis tout ce qui permet en fait aux consommateurs, exactement, les nouveaux imaginaires, tout ce qui permet aux consommateurs de se projeter dans un avenir qui est plus désirable, et puis surtout de le reconnaître en fait, parce que on sait qu'on a affaire à beaucoup de labels, qu'on ne sait pas toujours qualifier, il y a un peu de greenwashing. Nous, on travaille beaucoup aussi autour de ces labels, leur solidité, le fait de lutter aussi contre certaines formes de fraude. De dévoiement, ouais. Exactement. Et puis, dans les nouveaux imaginaires, il y a aussi tout ce qui concerne la publicité et la manière avec laquelle les marques communiquent. Et c'est aussi un aspect très important. Puis, dernier outil dont je vais parler aussi, qui est au contact immédiat du consommateur, c'est ce qui concerne l'affichage environnemental. C'est le fait que le consommateur puisse savoir, lorsqu'il achète un produit, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dedans, et puis son impact sur l'environnement, et que ce soit comparable en fait entre tout un tas de catégories de produits. On va commencer à l'automne, le dispositif a été validé par la Commission européenne. On va commencer avec quelques premières marques volontaires. Il y en a qui l'utilisent déjà sans le citer véritablement, mais chacun d'entre vous pourra savoir si son t-shirt en coton, alors qui vient du Pakistan, il a un impact par exemple de 850 points. S'il est en coton recyclé produit en France, il aura un impact qui sera environ diminué de moitié, aux alentours un peu plus de 500. Et si ce t-shirt est un t-shirt remanufacturé, le coût environnemental il est déjà amorti. Et là on passe à 270. Et on se rend compte en fait de l'impact qu'on a sur l'environnement, et ça boucle avec le fait qu'on vive dans un monde fini, on peut diminuer son impact de 3/4 en fait. Si je dois résumer ce que vous êtes en train de dire, je le dis moins bien que vous, mais finalement la reuse economy, elle génère le double dividende du bénéfice environnemental et du bénéfice économique, parce que de toute façon des ressources, il y en a de moins en moins, il n'y a pas que les terres rares qui sont rares, il y a 7% de l'économie qui est circulaire, la reuse economy. Et on s'en est beaucoup parlé, Célia. C'est le réemploi, c'est la recharge, c'est le remanufacturing, c'est la réparation. C'est quand même ce qui va nous permettre de générer de la valeur dans ce monde de ressources finies. Et bientôt, en juillet, on aura dépassé encore 7 des limites planétaires. Tout ça marche avec en filigrane. Ce que vient de dire la commissaire européenne, c'est qu'il faut aussi qu'en Europe, on ait quand même une forme de lucidité dans le fait de développer nos propres industries pour la souveraineté industrielle, mais peut-être plus continuer à faire rentrer des produits dont on pourra voir grâce à l'affichage environnemental qu'ils ne jouent pas le jeu du réemploi et qu'ils ont des externalités négatives colossales qu'on n'a jamais réintégrées, ni dans le prix d'achat, ni dans la taxe carbone acquittée, ni dans la manière de les faire financer au travers des éco-organismes, comme venez d'en parler. Last but not least, on va parler d'emploi, parce que qui dit reuse economy et ce pari d'une nouvelle économie de réparer, de remanufacturer, ça suppose quand même d'avoir des emplois, des gens qui connaissent, reconnaissent ou se réapproprient ces nouveaux métiers, et ça suppose surtout, on en a parlé, que les gens transforment leur supply chain en écosystème pour qu'il y ait un partage de la valeur et des savoirs. Il y avait déjà, j'ai noté, en 2021, une projection de 350 000 emplois qui étaient attendus autour de la reuse economy. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pourriez, Stéphane, nous représenter rapidement, 30 secondes, ce qu'est l'organisme que vous représentez, France Compétences, et nous dire comment vous travaillez à l'emploi de demain en lien avec les acteurs économiques, parce que c'est quand même eux qui le portent. Oui, bonjour à tous. Oui, alors France Compétences, c'est un établissement public administratif qui a été créé par la loi de 2018, du 5 septembre 2018. Il y a deux grandes missions. Une mission de financement, puisque les entreprises, elles payent une contribution formation-apprentissage qui nous est reversée. C'est à peu près 13 milliards d'euros. Donc avec ça, France Compétences finance
en grande partie l'apprentissage, puisqu'on finance les centres de formation d'apprentis, c'est 9 milliards d'euros. Je rappelle qu'en 2017, il y avait 320 000 apprentis en France chaque année. On est à 870 000 par an. C'est une très belle réussite. C'est une très belle réussite, effectivement. Parce que c'est de l'emploi local. Parce que c'est de l'emploi et puis c'est des jeunes. Et c'est des jeunes. Et c'est des métiers qui ont du sens. Et c'est des métiers qui ont du sens. Et deuxième grande mission, et donc après on finance aussi le compte personnel de formation, c'est 2 milliards d'euros avec la Caisse des dépôts et consignations. Deuxième grande mission, c'est d'enregistrer les titres et les diplômes dans un répertoire métier qui s'appelle le répertoire national des métiers et des certifications professionnelles. En fait, tous les ministères, ils enregistrent leurs titres et leurs diplômes au sein de France Compétences, mais c'est aussi un marché, donc un certificateur privé peut arriver faire un enregistrement sur demande. Ça permet plusieurs choses. D'une part, c'est une reconnaissance sur le marché du travail pour les salariés, c'est une valeur d'usage pour les salariés, et c'est une reconnaissance aussi pour les entreprises, parce qu'elles ont des gens, des salariés, des actifs, dont les compétences correspondent aux besoins du marché du travail. Et deuxième gros avantage du dispositif, c'est que ça permet d'accéder à des fonds publics, notamment quand vous êtes actif, salarié, vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation et vous pouvez effectivement également avoir des fonds sur l'apprentissage. Donc voilà, donc c'est une mission de financement public et une mission de reconnaissance aussi des titres et des diplômes. Est-ce que je veux bien qu'on vous entende tous les deux dans une forme de duo, parce que Célia le porte haut et fort. Il y a toujours un côté, quand on parle de transition environnementale, il peut y avoir une forme de cerveau reptilien qui se crispe parce qu'il se dit, bon, c'est schumpeterien, c'est-à-dire qu'en même temps, quand on a inventé l'électricité, les fabricants de chandelles n'étaient pas à la fête. Donc l'idée, c'est la recomposition du marché du travail et l'ouverture. Comment est-ce qu'on planifie aujourd'hui ces métiers de demain? Parce que là où les chaînes de valeur de la reuse economy ont conservé leur savoir, leurs expertises, leur école de formation, ça marche. Là où il faut aller le rechercher, comment est-ce qu'on fait pour construire quelque chose qui n'est pas effervescent? C'est pas parce qu'on dit demain, je vais faire de la réparation. S'il n'y a plus les pièces détachées, s'il n'y a plus les gens qui savent réparer, s'il n'y a plus ce côté magique, mais je connais une enseigne qui le fait très bien, effectivement, ça va faire flop. Donc comment est-ce qu'on fait pour planifier ces mutations du monde de l'emploi? Je ne suis pas sûr qu'on planifie forcément très très bien, mais je pense que la loi AGEC, elle a poussé les acteurs de l'économie à bouger sur les besoins en compétences et en formation. Voilà, c'est ça qui se passe actuellement. Et on a tout un écosystème, notamment des branches professionnelles. Le bâtiment ne va plus former ses salariés comme le faisait précédemment, notamment parce qu'elles ont des obligations de réutilisation des déchets. Le textile modifie aussi ses métiers. Et donc, il y a tout un écosystème qui se crée sur le métier, il change. Et donc, les compétences, on a besoin de nouvelles compétences, donc de former à de nouveaux enjeux en termes économiques. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer. Et on a le BTP, il évolue, le textile, il évolue. Et donc, on a ces branches professionnelles qui viennent à France Compétences. On a aussi, bien sûr, les ministères certificateurs, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, le ministère de l'Agriculture, et qui viennent à France Compétences pour enregistrer des diplômes et des titres avec des évolutions sur les compétences nécessaires. C'est-à-dire, par exemple, nous, on a enregistré un CAP qui permet de travailler de technicien sur le réemploi des produits électrotechniques. C'est-à-dire que alors vous avez, et ça c'est enregistré depuis 2 ans, c'est un nouveau diplôme. Et ça va du diplôme de l'infrabac, donc du niveau 3, un CAP, jusqu'au master, puisqu'on a enregistré l'année dernière un master en économie circulaire. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui bougent énormément sur ces enjeux-là, parce qu'ils savent très bien qu'avec... Et je crois que la loi a quand même poussé les acteurs à évoluer, puisque les obligations sont totalement intégrées maintenant dans la nécessité de créer des nouveaux besoins en compétences. Donc c'est ça qui se pose actuellement. Et on a également enregistré un titre d'agent valoriste du réemploi. Alors ça, c'était porté par les ressourceries. C'est-à-dire que c'est vraiment un diplôme d'un technicien qui va collecter, qui va... regarder si démonter, travailler avec des équipes
Et aussi, il y a dans les référentiels de compétences, il y a une obligation de sensibilisation du public. Donc ça, on a vraiment un objet, cet agent valorise du emploi, il a vraiment un objet transversal. Et ça, c'est quand même très intéressant. Qui est peut-être le message qu'on peut passer à tous les exposants, à tous les gens qui vont venir visiter, c'est que la magie de la reuse economy, ça va être son opérationnalisation. Et dès qu'on la pense, dès qu'on conçoit son produit, un scanner, un quai de débarquement, c'est de penser la formation et le métier qui va être nécessaire à la réparation, au remanufacturing ou à la recharge, qui ne sont pas les mêmes métiers. Il faut les concevoir dès le début et travailler ensemble. Et Célia, est-ce que tu peux, avant que je fasse mon deuxième tour de questions, parce que ce que tout le monde a indiqué, c'est qu'il faut un peu de public, un peu de privé, et qu'il faut une juste conjugaison et probablement aussi beaucoup d'autorégulation. Il faut que les acteurs économiques au niveau des branches s'emparent un peu de leur destin en matière de reuse economy, mais ça suppose que ce soit un jeu collectif et un sport d'équipe, la reuse economy. C'est-à-dire cooperation is the new competition. On n'y va pas tout seul parce que sinon il va manquer un acteur, celui de l'emploi, celui du financement, la lecture publique, ou l'énergie, ou le modèle économique. Comment tu fais, toi, dans ton expérience au quotidien, pour que les gens, justement, même entre concurrents, je sais que souvent on s'en parle, s'animent, se coalisent et avancent en se disant tout ça c'est du pré-compétitif et il faut qu'on la fasse advenir, cette nouvelle économie. En tout cas, on essaye. C'est ce salon, hein, par exemple, typiquement. C'est de pouvoir poser les différents enjeux ouvertement, publiquement, pour que tout le monde s'en saisisse et prenne conscience que le développement d'autres modèles économiques, ça ne peut pas se faire tout seul. Et surtout, ça doit se faire de concert. C'est ça aussi aujourd'hui, parce qu'on l'a vu, il y a des chaînes de valeur au niveau de la reuse economy qui sont, je l'ai expliqué en préambule, avec notamment notre triptyque, la conception, l'organisation du retour de la collecte, et puis l'étape de remise en état, qui font qu'aujourd'hui, on a un ensemble de maillons de la chaîne de valeur qu'on ne peut pas faire seul et accomplir. On a la chance en France, et on l'a vu au tout début, d'avoir un socle législatif solide, qui donne un cap, qui inspire. Et puis on a eu le message de la commissaire européenne qui l'a redit, hein. La priorité aujourd'hui, le réemploi, c'est l'une des priorités pour faire de l'Europe une véritable Europe circulaire. Donc ces prises de conscience-là, nous, ce qu'on appelle, c'est à s'en saisir et à se dire, bon, bah, maintenant, j'attends pas, j'agis. Et j'agis collectivement à travers le CGDD qui fait des coalitions d'acteurs publics-privés, au niveau de la finance. Et le témoignage de Laurent aujourd'hui était clé pour moi, de se dire qu'effectivement, bah oui, on n'a peut-être pas tout de suite de ROI, mais si on attend d'avoir un ROI, bah, il ne se passe rien. Donc il faut aussi à un moment donné que les établissements bancaires s'engagent. On met une pièce dans la machine, on accompagne les acteurs, parce que de toute façon, on n'a plus le choix. Oui, et on fait de la formation et on accompagne, parce qu'aujourd'hui, effectivement, oui, pour planifier, pour avoir les métiers de toute cette chaîne de valeur, il faut les anticiper. C'est des modifications de métiers actuellement, mais c'est aussi la création de nouveaux métiers. Nous, on a fait tout ce travail-là sur la filière du réemploi des emballages, et je vous invite toutes et tous à aller sur notre site internet réseauvrac et réemploi.org. On a toute une partie dédiée à la filière avec des vidéos métiers, et on a fait tout ce travail de décortiquer quelles étaient les évolutions de métiers, les nouveaux métiers, et c'est cette prise de conscience-là qu'on veut avoir aujourd'hui pour ne pas s'observer en chien de faïence, mais vraiment agir. Et moi, je suis persuadée que les entreprises qui seront leaders et les politiques aussi qui seront leaders sur ces sujets vont entraîner tout le monde avec eux pour transformer et en sortir tous gagnants. Je pense que tu prêches des convaincus. J'espère effectivement que tous les gens qui viennent ici sont conscients que l'union fera la force, parce que la reuse economy suppose de mutualiser beaucoup d'infrastructures, beaucoup de standards, beaucoup de modèles assurantiels, beaucoup de lieux, mais c'est de la valeur et c'est de la création de valeur. Et pour rebondir, on en parlait avec Laurent Coudercher, souvent, le modèle économique, on l'a, il suffit juste de regarder le PNL et la bottom line en réintégrant les externalités. Parce que le problème de la propriété et du jetable, c'est qu'elle oublie souvent de regarder combien elle a consommé et combien ça a coûté à la fin de réemployer
de ne pas réemployer, de ne pas recycler. Je vous propose, si on veut bien se laisser peut-être 2-3 minutes de questions pour la salle, je vous propose un deuxième tour de questions avec des réponses un peu plus rapides. Si vous acceptez cette mission impossible, c'est parce qu'il n'y aura pas de langue de bois sur cette estrade, qu'est-ce qui, selon vous, menace aujourd'hui le passage à l'échelle? C'est-à-dire s'il y avait un mistigris, vous savez ce jeu de cartes là, s'il y avait un mistigris qu'on redoute, c'est lequel? Vous pouvez me parler de retour en arrière, de comportement moutonnier, mais est-ce que vous pouvez partager avec les gens dans la salle et les exposants ce que vous voyez, vous, de manière macro et qui va les impacter de manière micro? C'est quoi le risque que vous voyez? C'est quoi ce vers quoi vous voulez de quoi vous voulez les protéger ou les prémunir? On recommence dans le même ordre. Merci, Suzanne. Moi, je pense qu'il y a un aspect dont on n'a pas tant parlé que ça. C'est le consommateur, le citoyen. On a beaucoup parlé des autres acteurs de la chaîne de valeur, du rapport aux politiques, etc. Mais pour faire une comparaison, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les politiques alimentaires, et notamment sur le bio. Et le bio, tu as beau dire il faut 20% de bio dans les champs, si tu n'as pas 20% de bio dans les assiettes, ça ne marche pas. Il y a une question d'offre et de demande. C'est mieux quand ça se et là, ce qu'on voit sur cette question, c'est qu'il y a un aspect quand même culturel très fort. On est dans une politique environnementale qui est vraiment ancrée dans le quotidien des Français. Donc on pourrait se dire c'est assez facile parce que du coup, on voit tout de suite ce qui change, on voit l'impact que notre petit geste a, qui compte, etc. Mais pour moi, ça va être la clé. Il faut continuer à faire en sorte que les gens comprennent pourquoi ils font ça, à quoi ça sert, et confiance aussi dans le modèle économique, de se dire bon bah si je paye quelque chose un peu plus cher, je suis sûre que le plastique, la matière qui est recyclée, elle n'est pas recyclée dans un pays avec des normes environnementales qui ne sont pas les mêmes, etc. Je pense que la confiance est extrêmement importante, et si on veut embarquer le consommateur avec nous, ce qui est indispensable si on veut un modèle économique viable, il faut, voilà, on parlait d'imaginaire, pour moi c'est essentiel. Et pas juste un petit côté un peu comme ça, moralisateur ou décliniste. Si on veut passer à l'échelle, il faut massifier. Et si on veut massifier, il faut... Voilà. Et pour moi, ça a des co-bénéfices environnementaux, économiques et sociaux. Environnementaux, on le sait, on l'a dit. Économiques, parce que quand on parle de la réparation, par exemple, ou de la seconde main, on a des prix d'achat qui sont moins élevés. Et sociaux, parce que c'est de l'emploi qui est délocalisable. Exactement. Donc, c'est une politique environnementale qui est top sur le papier. Maintenant, il faut réussir à la promouvoir, il faut embarquer les gens. Et c'est à seulement ce prix que ça va marcher. Laurent, qu'est-ce qui peut menacer, qu'est-ce qui est aujourd'hui l'écueil qui pourrait gripper le modèle du financement de la reuse economy et de son passage à l'échelle? Je vais creuser un peu le même sillon. En fait, si on se dit les choses vraiment. Ah ben, on est là pour ça. Il n'y a pas assez de personnes dans ce pays qui soient acteurs de la finance durable. Il n'y a pas assez. Voilà. Et je parle des citoyens. Hein. Donc, comment est-ce qu'on est acteur de la finance durable quand on est citoyen? Il y a plusieurs moyens, en fait, à vrai dire. Le premier moyen, c'est déjà de choisir sa banque. Choisir sa banque, c'est un peu monter dans un bateau. Donc, tu peux monter dans un bateau à vapeur, et puis tu peux monter dans un bateau à voile. Ok, vous allez me dire qu'il y a plus de bateaux à vapeur que de bateaux à voile, mais en tout cas, c'est un moyen. Et le bateau à voile, c'est une belle image, parce que c'est l'image aussi de la finance durable. Et choisir sa banque, c'est très important, parce que vous savez, un banquier est pauvre. Un banquier, il collecte votre argent, c'est votre argent, et il fait des prêts avec. Et en fonction du banquier, en fonction de ce que vous l'avez dit, et ce qu'il veut faire, et ce qu'il raconte comme histoire, il va financer un secteur ou un autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas le seul. Acteur de la finance, c'est aussi investir dans des entreprises, et notamment dans des entreprises à impact. Tout à l'heure, on m'avait un petit peu lancé sur les fonds propres, et vous avez eu peur que j'y passe une demi-heure. Donc vous m'avez... Pas du tout, moi j'adore les sujets de fonds propres, c'était pour... Mais je vous taquine. On a passé un peu de temps l'autre jour à en parler. Je suis entrepreneuse, donc j'ai un petit peu de connaissance du sujet. Je sais bien, on ne peut pas avoir envie que des entreprises émergent et puis placer tout son argent sur des livrets réglementés. Alors, j'ai rien contre les livrets réglementés, j'en distribue au crédit coopératif, c'est très bien, mais on a aussi besoin de gens qui investissent dans des entreprises, et notamment ce type d'entreprise. Voilà. Et puis le troisième levier, et là je prends peut-être ma casquette de coopérateur et de membre du conseil d'administration de COPFR, qui est la Fédération nationale française des coopérateurs, des coopératives.
c'est peut-être investir par le biais, par exemple, dans le cadre d'une coopérative de salariés, dans une SCOP, et donc peut-être qu'il y ait plus d'émergence de modèles de financement coopératif. Voilà. Et c'est pas vrai, et c'est pas un truc de crypto-gauchiste. Hein. Voilà. Moi, j'étais chez Mondragon la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je ne sais pas si vous connaissez Mondragon, c'est une coopérative de salariés qui est au Pays Basque espagnol. Ils sont 80 000 salariés, ils sont tous coopérateurs, et c'est très rentable. Non, mais je connais pas mal de secteurs du commerce qui, sur des modèles coopératifs, sont plus puissants que les autres. Et d'ailleurs, pour parler de la reuse economy, le FMI a sorti il y a 2 mois, et ce n'est pas des crypto-gauchistes non plus, un rapport excellent où, pour la première fois, ils disent on a beaucoup essayé de faire rentrer la nature, la nature au sens de sa valorisation, parce que je rappelle que 50% du PIB, c'est du capital naturel qu'on ne modélise et qu'on ne monitore nulle part. C'est pour ça que les gens ont l'impression que le jetable, ça coûte pas cher. Et le FMI dit en fait, c'est l'économie qu'il faut faire rentrer dans la nature, puisque nos ressources sont finies. Pareil, ce n'est pas des crypto-gauchistes. Brice, c'est quoi la menace que vous voyez, non pas pour qu'on joue à se faire peur, mais pour qu'on l'anticipe et qu'on l'évite? Oui, on peut parler de menace. Je vais parler un peu d'opportunité aussi pour terminer sur une note positive. Vous faites exprès que j'allais répondre aux questions. La menace, en fait, c'est peut-être la déferlante de produits qui sont mal conçus et envoyés de très loin qu'on vit aujourd'hui. Parce que là, on parle d'imaginaire collectif, de désir de consommer autrement. En face, il y a d'autres leviers très puissants pour venir encore renforcer des modes de consommation qui sont encore plus déviants. Donc, je vois peut-être là la menace. Les opportunités, c'est peut-être donner plus de lisibilité aux filières. Quand on édicte des règles, il y a toujours une tension au final entre la simplicité de la règle, son applicabilité, son impact, sa compréhension. Et donc, on a toujours du travail, en fait, qu'on parle de la loi AGEC, qu'on parle d'affichage environnemental, pour positionner les curseurs au bon endroit, que ça ait les bons effets, sans pour autant que ça devienne quelque chose d'illisible. À la fin, tout ça pour que l'argent arrive, ça soit lisible et on puisse prédire ce qui va se passer. Voilà. Prédictibilité. Exactement. Et puis, dernière opportunité en 10 secondes, il y a d'autres aussi leviers qui vont arriver du niveau européen, l'éco-conception des produits, le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, qui vont aussi jouer dans la balance. Merci Maurice. Stéphane, qu'est-ce qui pourrait gripper le modèle de la reuse economy? Je crois que pas assez d'emplois? Non, je crois que ça a été dit. On a besoin, effectivement, la question de la formation et des compétences, c'est un bout de chaîne. Donc, si vous n'avez pas un modèle économique qui est suffisamment stable, les branches professionnelles ou les entreprises ne vont pas s'engager, effectivement, à modifier leurs compétences et donc, au bout de chaîne, leur politique de formation. Donc, il y a un modèle économique qui est effectivement, je pense, pour certaines branches professionnelles et certaines entreprises, qui est encore instable. Et donc ça, je pense que c'est le risque de l'instabilité économique ou un modèle qui ne voit pas totalement émerger ou perdurer. Donc ça, c'est un vrai enjeu en termes de politique de formation. Et ce que nous, on voit arriver à France Compétences, j'allais dire, c'est pas de l'effet de mode, mais effectivement, toutes les branches, elles travaillent sur l'IA. Il y a un truc là, il y a une déferlante, et donc on a là un peu l'impression que les sujets de la reuse, les gens sont prêts à mettre des milliards dans l'IA et pas quelques centaines de millions dans la transition environnementale? Je dirais pas ça. Je dirais que les entreprises s'inquiètent bien évidemment de la déferlante de l'IA sur les emplois, mais sur leur politique de formation et la qualité des conditions de travail. Et donc on sent que nous, au niveau des certifications, de ce qui est proposé par les branches professionnelles, on voit qu'effectivement, elles se tournent actuellement beaucoup plus sur des modèles de certification sur l'IA. Et donc, effectivement, passer un peu on laisse un peu de côté les sujets de la reuse. Et ça, et donc, je pense qu'il y a un sujet vraiment de portage de politique publique et éducationnelle. Ne pas faire passer au deuxième rang et ne pas confondre la proie et l'ombre. Célia, un mot non pas de la fin, mais de la suite? Tous les leviers. Là, on a essayé de balayer un maximum de leviers pour accélérer, pour transformer l'essai. Mon mot de la fin, c'est j'espère que vous avez pris conscience qu'on a les clés aujourd'hui entre nos mains. Et je vous invite tous à retrouver l'ensemble de ces leviers qui ont été évoqués par nos différents intervenants dans l'appel
de Paris pour la Reuse Economy, qui est un manifeste en 10 points, qui reprend l'ensemble de ces leviers. Et je vous invite à tous aller les regarder, les signer et être moteur à votre niveau de cette transformation de nos modèles économiques pour une véritable Reuse Economy. Merci et on enchaîne sur la suite. Je crois. Merci On peut les beaucoup. applaudir. Merci à vous. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir.